La subversion par les pamphlets politiques, par Roger Mucchielli. La subversion a toujours existé comme technique de désorganisation d'une société, affaiblissement de son autorité et démoralisation de ses citoyens. Mais depuis l'apparition de la modernité, elle est devenue l'arme implacable des idéologies à l'encontre de toutes les sociétés traditionnelles. Ces sociétés hétéronomes, dont l'ordre et les normes ne sont pas issus du seul vouloir humain. Nous avons affaire ici à une lutte sans merci contre la loi naturelle et contre les autorités qui la défendent. Il s'agit donc de mettre en lumière les procédés utilisés pour les combattre efficacement. Subversion du latin subvertere, bouleverser, renverser, signifie étymologiquement renversement de l'ordre établi. Mais en tant que technique spécifique, ce qui d'ailleurs la dissocie de toute idéologie et la met au service de n'importe quelle cause, la subversion n'est ni une agitation, ni même une propagande politique proprement dite. Elle n'est pas un complot armé ni un effort de mobilisation des masses. Elle est une technique d'affaiblissement du pouvoir et de démoralisation des citoyens. Cette technique est fondée sur la connaissance des lois, de la psychologie et de la psychosociologie, parce qu'elle vise autant l'opinion publique que le pouvoir et les forces armées dont il dispose. Elle est action sur l'opinion par des moyens subtils et convergents que nous décrirons. La subversion est donc plus insidieuse que séditieuse. La ruine de l'État lorsqu'il s'agit de subversion intérieure ou la défaite de l'ennemi lorsqu'il s'agit de subversion organisée de l'extérieur sont poursuivies et obtenues par des voies radicalement différentes de la révolution, entendue au sens d'affrontement populaire, et de la guerre, entendue au sens d'affrontement entre les armées adverses et de bataille territoriale. L'État visé s'effondrera de lui-même dans l'indifférence de la majorité silencieuse, car celle-ci est un produit de la subversion. L'armée ennemie cessera d'elle-même de combattre, parce qu'elle sera complètement démoralisée et malade du mépris qui l'entoure. Le chef qui aura tenté de maintenir l'ordre ou le cadre qui se sera opposé aux agents subversifs, ou encore les gouvernants élus antérieurement, tous s'en iront d'eux-mêmes. Personne ne les aura officiellement chassés. Ils partiront tout seuls, sous l'œil indifférent de la population, par l'effet de pourrissement de toute autorité. C'est l'originalité et l'extraordinaire valeur de la subversion, moyen économique au sens où elle ne nécessite pas de gros investissements matériels et financiers, où elle n'a besoin que de peu d'armes et de peu de gens pour réussir. C'est affaire de matière grise d'abord, de science et de savoir-faire. Depuis qu'il y a des hommes et qui pensent, comme disait La Bruyère, l'idée de réduire l'adversaire à merci en organisant autour de lui le mépris ou en décourageant les gens de combattre pour son service est devenue spontanément à beaucoup d'esprits et a inspiré beaucoup d'entreprises. De façon tout à fait empirique, des génies malveillants ou poussés par la foi en leur propre cause ont perfectionné très tôt et érigé en système le commérage, le racontard, la calomnie et autres perfidies et exploitations petits faits de la vie quotidienne contre le voisin, qui, eux, ont dû se développer dans l'espèce humaine en même temps que le langage. Sur le plan militaire, on eut, dès les temps les plus reculés, l'idée d'envoyer sur le territoire de l'adversaire des individus capables de s'intégrer à la population et chargés, en dehors de la mission d'espionnage, de répandre quelques informations démoralisantes ou quelques calomnies sur les chefs locaux. Cela faisait partie de ce qui s'appelait les ruses de guerre.
lesquels comprenaient aussi et surtout les stratagèmes sur les champs de bataille. L'avènement des empires et les buts de conquête territoriale à grande échelle permirent quelques perfectionnements de la méthode de pourrissement des États à conquérir. Selon Maigret, Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, mérite de rester dans l'histoire pour la qualité de sa tactique psychologique, au service de son ambition de conquête de la Grèce antique. Son premier geste fut de soudoyer discrètement des groupes politiques qui, en Grèce, étaient par principe contre la guerre. Les pacifistes athéniens, groupés autour de Bulle, proclamaient que le temps des aventures était passé et que la cité devait se consacrer aux seules œuvres de paix. Ces honnêtes intentions faisaient l'affaire de Philippe, et ses agents noyautèrent le parti des pacifistes. Par ailleurs, le roi de Macédoine entreprit de renforcer et d'accélérer cette action en organisant la démoralisation du peuple athénien. Rumeurs, campagnes de calomnie contre les chefs qui voulaient résister à l'influence macédonienne, corruption des petits chefs, pénétration de tous les partis politiques par ses agents, complétèrent la propagande des pacifistes subventionnés et submergèrent l'opinion publique. Ébranlement, désintégration, dissolution. Tels furent les effets progressifs de son action psychologique sur l'État athénien. On sait que Philippe y ajouta la séduction des intellectuels de l'époque en mettant au concours parmi eux le poste de précepteur de son fils, Alexandre. Parmi les Athéniens, Démosthène comprit ses œuvres, son intelligence de la situation, aiguisée par son patriotisme et son idéal de liberté, nous valut les célèbres discours contre Philippe, connus sous le nom de Philippicès et d'Olynthiennes, 351-349 avant Jésus. En termes modernes, on peut dire qu'il tenta d'opposer une contre-subversion à l'entreprise subvertive de Philippe. Dans ses discours, Démosthène dévoile les intentions réelles de Philippe et analyse sa tactique psychologique. Puis il secoue l'inertie des Athéniens et vilipende ceux qui séduisent ou ont l'intention de collaborer avec le Macédonien. Il attaque de ses sarcasmes les généraux, les magistrats, les praticiens et, dans certains passages, ses discours ont le ton de la propagande d'agitation et de mobilisation. Ainsi, 4 siècles avant Jésus-Christ, un homme courageux et lucide essuyait de lutter contre l'impérialisme dévorant et rusé d'un voisin dangereux. Il est intéressant de noter que, en 1938, juste avant Munich, à l'heure où Hitler misait sur le pacifisme et la décomposition des républiques pour réaliser son coup férir l'invasion de la Tchécoslovaquie, une revue anti-hitlérienne de Paris put faire, sans qu'on s'en aperçoive, un montage de Philippicès de Démosthène, qui paraissait, sous cet habillage, de la plus dramatique actualité. Les discours de Cicéron contre Marc-Antoine, que l'on compara au Philippicès, ont aussi leur place dans un survol historique des modèles de subversion. Le célèbre orateur romain décida, vers 44 avant Jésus-Christ, de démolir Marc-Antoine, général brutal et débauché, qui, après l'assassinat de César, avait pris le pouvoir à Rome. Cicéron essaya de soulever l'indignation populaire et dévoila les traîtrises, les sacrilèges et les turpitudes de Marc-Antoine. Il est probable que si Marc-Antoine fut déclaré ennemi public par Octave quelques années plus tard, ce fut par l'effet des discours de Cicéron. Le 13e discours présente Antoine comme ennemi de la patrie. La fin de l'orateur fut tragique, comme on le sait, puisqu'Antoine, revenu au pouvoir par alliance avec Octave et Lépide, obtient la tête de son accusateur. Il est vrai, ceci pour consoler les bonnes âmes, que la fin d'Antoine ne fut pas moins atroce quelques années plus tard. Cicéron avait développé là un genre nouveau, le pamphlet politique, dont le but est de déconsidérer le pouvoir et de le faire s'écrouler par la seule puissance du verbe agissant sur l'opinion. Ne citons que pour mémoire la fameuse Apokolokentos du divin Claude de Sénèque, qui circula anonyme vers 54 ou 55 après Jésus-Christ,
à l'occasion de la mort de l'empereur Claude, qui est plutôt une satire bouffonne et macabre contre l'empereur défunt. Dans la ligne du pamphlet authentiquement subversive, d'autres maîtres du genre nous ont légué des chefs-d'œuvre. Il serait hors de propos d'en faire ici la généalogie. Signalons au passage Luther dans ses écrits plus séditieux que subversives, ceux qui appellent à l'insurrection contre l'oppression romaine, contre les véritables Turcs qui sucent la moelle de la généreuse Allemagne, spécialement les écrits de 1520, appellent à la nation allemande, la captivité babylonienne de l'Église, la liberté chrétienne. Et le pamphlet à la noblesse allemande, dans lequel il ressuscite, pour les utiliser, les vieilles aspirations gibelines, dans le but de s'attirer la sympathie des princes indépendants, et lance l'appel général à la révolte contre les catholiques et la papauté. Et pourquoi ne nous laverions-nous pas les mains dans leur sang ? Avait-il déjà répondu à Priéras. On connaît le résultat de la révolte, un tiers de l'Allemagne est ravagée, plus de 1000 couvents ou châteaux rasés, plus de 100 000 morts. Après quoi, Luther repart. Mais c'est au XVIIIe siècle que le pamphlet devient une arme de guerre purement psychologique. Dans l'ouvrage de Karl Marx et sa doctrine, traduit en français en 1937, Lénine conseillait aux jeunes militants de retrouver l'esprit subversif des grands encyclopédistes français. Les écrits ardents et vifs, ingénieux, spirituels des vieux athées du XVIIIe siècle, qui attaquaient ouvertement la prétraille régnante, s'avérèrent bien souvent 1000 fois plus aptes à tirer les gens de leur sommeil religieux que les fastidieuses et arides redites du marxisme. La propagande philosophique du XVIIIe siècle, alimentée matériellement par les imprimeries hollandaises qui organisent la contrebande des libelles, est une vaste campagne subversive contre les bases de la société politique et religieuse en place. Selon Mornay, les encyclopédistes ont, par leur écrit, préparé la Révolution française. Ils ont d'ailleurs décrit eux-mêmes leurs tactiques. D'Alembert a parlé de sortes de demi-attaques, espèces de guerres sourdes, qui sont les plus sages lorsqu'on habite les vastes contrées où l'erreur domine. Naigeon et Condorcet ont expliqué comment des articles détournés permettent de fouler aux pieds les préjugés religieux. Les erreurs respectées sont exposées avec des preuves faibles ou ébranlées par le seul voisinage des vérités, qui en sape les fondements. Après avoir exposé le problème avec une apparente bonne foi, il y a les symboles transparents, les parenthèses, les insinuations, les ironies et enfin les embuscades. On croirait lire d'avance la tactique de certains journaux français d'aujourd'hui et de certaines émissions de télévision. Joseph de Maistre, l'émigré, a considéré la philosophie et les philosophes du XVIIIe siècle, nous diront aujourd'hui les intellectuels engagés, comme une puissance essentiellement désorganisatrice. Et, théoricien réactionnaire de la Restauration, il a rêvé d'un ange exterminateur qui écraserait tous les disciples des encyclopédistes. C'est sans conteste Voltaire qui est, au XVIIIe siècle, le champion des pamphlets subversifs. Le ton général, comme le dit Lançon, est l'irrespect. Rien n'échappe ni ne résiste à l'irrespect, ni la royauté avec sa majesté, ni l'Église avec sa sainteté. La duchesse de Choiseul, qui s'en hérite, écrit « L'emploi de l'esprit aux dépens de l'ordre public est une des plus grandes scélératesses parce que, de sa nature, elle est la plus impunissable ou la plus impunie. » Lefebvre de Beauvray, en 1770, dans son dictionnaire social et patriotique à l'article « Liberté », blâme aussi cet esprit d'indépendance et de liberté qui mène à la subversion de tout ordre social. Mornay caractérise ainsi la guerre psychologique menée par Voltaire. La bataille a donc été en grande partie une bataille cachée. À l'abri de l'anonymat, il multiplie les attaques. Il y a plus de 200 de ces petits ouvrages, opuscules, feuilles volantes. Il y pousse à fond. L'ironie voltairienne se fait âpre, brutale, insolente.
L'influence fut immense. Voltaire saisit les vices du système sans jamais construire une certitude. Le travail fut tout entier de destruction. Le résultat fut rapide. Dès les années 1758-1763, en France, dit Mornay. Le pouvoir royal hésite à décider la répression. Les évêques l'y poussent, car ils constatent que dès qu'on laisse faire, l'audace des attaquants s'accroît. Mais quant à revenir à la rigueur des lois, on ne tarda pas à reconnaître qu'il n'y fallait pas songer. Les directives ne trouvaient plus de fonctionnaires résignés et dociles. Un vent d'indiscipline soufflait sur les bureaux de l'administration qui faisait craquer l'édifice entier. Les affaires Calas et Sirven avaient soulevé l'indignation. Des intendants, des gouverneurs, à Grenoble, Poitiers, Bordeaux, Montauban, en Languedoc, adjure le ministre de permettre l'apaisement. Le Parlement de Toulouse lui-même fait si bien amende honorable que dès 1766, ces excès de tolérance inquiètent l'autorité royale. La police, les autorités, ont contre elles de plus en plus toutes sortes de complaisances et de complicités soutenues par l'opinion tout entière. Des plus grands aux plus petits, on donne d'une main ce que l'on retire de l'autre. Malgré les saisies et les perquisitions de la prévôté, on vend les livres prohibés sous les galeries du château de Versailles. On les vend sous les yeux de leur majesté avec la complicité même des grands, du prince de Lambesc, par exemple, qui s'oppose bruyamment aux recherches de police. La police, sans cesse tiraillée entre des ordres sévères et des prières de fermer les yeux, n'agit plus qu'avec incohérence, se discrédite et se démoralise. La mode est aux propos séditieux. Il est de bon ton de fronder les actes du gouvernement, de se déclarer partisan et protecteur du peuple dont on proclame et provoque l'émancipation. La jeune noblesse, la première envahie par la contagion de l'esprit philosophique, se montrait disposée à faire bon marché du préjugé de la naissance et de ses autres privilèges. L'agitation gagne l'enseignement, les écoles sont touchées par l'irreligion. Les maîtres, du moins, certains favorisent cette agitation. Mornay ajoute: il est impossible de savoir dans quelle mesure les hardiesses de pensée des élèves sont le reflet de la pensée des professeurs. Il est fort probable que, le plus souvent, les élèves ne les consultaient pas pour lire le système de la nature, ou se moquer des sermons de l'abbé Fauché. La curiosité, la discussion, le scepticisme venaient de partout, et pas seulement des bergers chargés de conduire le troupeau. Mais il est pourtant certain que beaucoup de maîtres pensaient comme les élèves, ne faisaient rien pour les retenir, et même parfois les conduisaient délibérément sur les terres de la philosophie, c'est-à-dire de la nouvelle idéologie subversive. La mode, avec tant d'audace et d'esprit par Voltaire et les encyclopédistes, se répand comme une épidémie. Les escarmouches usent des autorités et les frondeurs sont promptes à s'emparer des affaires judiciaires qu'ils transforment en scandales. Sur le modèle des procès de Calais, Sirven, Montbéi pour la condamnation d'innocents, du procès Gozman pour la vénalité des juges, des douzaines et des douzaines d'affaires sont montées en épingle, donnant lieu à des libelles, pamphlets, mémoires pleins d'éloquence et d'insolence. Tout est bon pour attaquer le pouvoir et la violence des grossièretés vise le roi, la reine et les principes du gouvernement. Les circonstances les plus imprécises sont exploitées. Le chantage est devenu une arme publique. Les titres des gazettes sont édifiants. La Gazette Noire, l'Espion des boulevards, l'Observateur. Tous sont étrangement déchaînés, comme disait Bayle. Puisque nous survolons la lignée des pamphlétaires subversifs, n'omettons pas de nommer au XIXe siècle Paul-Louis Courier, qui codifia un certain nombre de procédés. Dans le pamphlet des pamphlets de 1824, dernier opuscule avant sa mort mystérieuse, Courier revendique, pour le genre qu'il perfectionna, les droits les plus étendus dans la littérature. Il déclare que le pamphlet a remplacé dorénavant les anciens discours sur la place publique contre les lois et décrets du pouvoir établi.
Il s'agit, écrit-il, de prendre le sujet du pamphlet dans un menu fait de la vie quotidienne, souvent même un commérage de la vie locale, puis, en considérant intentionnellement ce fait divers comme hautement significatif, il faut l'élever insensiblement jusqu'aux considérations politiques d'ordre général. Naturellement, à l'arrière-plan de cette transformation tendancieuse d'un fait divers en affaire scandaleuse, il faut maintenir en permanence 3 principes de base. Premièrement, paraître de bonne foi, ne pas laisser apercevoir le procédé. Deuxièmement, parler au nom du bon sens, chose du monde la mieux partagée, de façon à être élu et approuvé par la masse des lecteurs. Troisièmement, on appelait toujours à la justice et à la liberté, de façon à provoquer l'indignation du monde public contre l'autorité, ses ministres et ses fonctionnaires. Là encore, le parallèle avec certains journaux actuels est frappant. Appliquant lui-même avec génie les procédés qu'il a formulés, Paul-Louis Courier écrit de très nombreux pamphlets, surtout entre 1820 et 1824, contre la cour et contre le pouvoir qui s'appuie essentiellement sur la police. Le but est de déconsidérer devant l'opinion le système politique en place, en l'occurrence la Restauration. En 1821, il utilise même son procès en cour d'assises, qui lui valut 2 mois de prison et 200 francs d'amende pour un précédent pamphlet contre une souscription ordonnée par le ministre de l'Intérieur, pour transformer son banc d'accusés en tribune. Procédé que nous retrouverons dans les temps actuels. Puis pour écrire un nouveau pamphlet, intitulé « Procès de Paul-Louis Courier ». Les procédés de Voltaire et de Courier allaient trouver avec l'avènement de la presse à grand tirage et des moyens de communication de masse une portée et une efficacité multipliées, et restent un des moyens de la subversion moderne. Nous aurons à en reparler. Mais d'autres dimensions se développent par ailleurs, par la voie de la propagande politique et par la voie des méthodes de guerre. Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs elle s'ouvrira, pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vive le Roi, production.